Ah, ce bruit. Ce bruit qui indique que 33 furieux se battent pour l'un des trois joyaux du sport automobile mondial. Avec le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis constituent le diamant nord-américain de cette triple couronne. D'ailleurs, un seul pilote possède ces triples couronnes, à savoir Graham Hill, vainqueur en 1966. Les 500 miles d'Indianapolis ont toujours consacré les plus grands pilotes américains, comme Mario Andretti, Bobby et Alan Sor, Edgy Foyt ou encore Bobby Rahal. Depuis la fin des années 90, la suprématie américaine est contestée par d'autres pilotes internationalement reconnus, comme Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Tony Kanaan, Helio Castroneves, Takuma Sato, Simon Pagenaud ou encore le fraîchement titré Marcus Ericsson. Qui dit grand pilote, dit bien sûr grandes équipes et non prestigieux, comme Penske, Andretti, McLaren, Sam Schmidt, Peterson ou encore le Chip Ganassi Racing. L'ambiance de ces 200 tours de piste a aiguisé l'appétit de nombreuses écuries, et pas seulement des écuries américaines, notamment britanniques comme Lola ou Lotus. Nous l'avons vu précédemment, Colin Chapman n'est pas du genre à tenir en place. Et alors qu'en 1963, Lotus, qui vient de gagner son premier Grand Prix en F1 à Watkins Glen avec Innes Island, débarque avec deux Lotus 29 aux mains de Jim Clark et Dan Gunray. La Lotus 29 est propulsée par un V8 Ford de 4 litres 2 de 370 chevaux. Cette dernière était une Lotus 25 de Formule 1, mais avec un empattement allongé. La voiture contenait 6 réservoirs. Les choses commencèrent mal, car Dan Gunray sortit dès le premier jour des essais. Clark réalisa le 5e temps, Gunray fut qualifié 12e. La stratégie était basée sur un seul arrêt ravitaillement et sur une préservation maximale des pneus. Les stratégies de Lotus furent réduites à néant par les drapeaux jaunes qui allaient permettre à Parnelli Jones sur Watson Offenhauser de rentrer au stand tout en gardant la tête car voyageant plus léger. Néanmoins, à 20 tours de la fin, Clark entrevoit la victoire. Parnelli Jones perd de l'huile et ralentit le rythme. Normalement, le règlement des 500 miles précise que toute voiture qui perd de l'huile doit être déclassée. Or, les commissaires ne bronchent pas. Clark tente sa chance, mais la piste est souillée d'huile. Parnelli Jones sera sauvé par un dernier drapeau jaune. Clark, écœuré, n'en demeure pas moins fair-play. 2e et 7e, plus le titre de rookie de l'année, c'est une très belle entrée en matière pour Lotus. Colin Chapman, lui, est beaucoup plus sombre et porte réclamation. Cette réclamation sera rejetée et il y voit une volonté délibérée de l'organisateur, à savoir l'USAC, de garder la victoire dans le giron américain. Lotus revient en 64 avec la Lotus 34, qui développe cette fois-ci 425 chevaux. Jim Clark et Bobby Marshman font une qualif de feu. Clark réalise la pole juste devant son équipier d'un jour. Par contre, la course est beaucoup plus difficile. Lotus est en difficulté avec ses pneus Dunlop, qui provoque une rupture de suspension pour Clark qui l'envoie dans le mur. Marshman, lui, s'arrête pour une fuite d'huile. Dommage, une nouvelle fois, la victoire semblait à portée. Cette édition fut marquée d'ailleurs par un terrible accident. Dave McDonald perdit le contrôle de sa voiture, entraînant avec lui le populaire Eddie Sachs. À l'issue de ce crash horrible, fait rare pour l'époque, il fut décidé d'arrêter la course. L'USAC décida de revoir son règlement en imposant l'éthanol à la place de l'essence comme carburant. Pour Lotus, il fallait maintenant revoir sa copie. Chapman sortit de l'établi une machine de guerre, à savoir la Lotus 38. Avec un moteur porté à 500 chevaux et une asymétrie au niveau des suspensions permettant une égalisation de l'usure des pneus, la Lotus 38 devait être la voiture ultime. Voiture d'ailleurs qui comportait une petite particularité. La boîte de vitesse était composée de 2 rapports en plus de la marche arrière. Un rapport pour les stands et les basses vitesses et un rapport pour les vitesses extrêmes. Lotus revient avec 5 voitures dans la capitale de l'Indiana, pour Edgy Foyt, Jim Clark, Al Miller II, le rookie Bobby Jones et Dan Gunray. Lotus d'ailleurs est en forme tout de suite dès les qualifications et verrouille la première ligne avec dans l'ordre Edgy Foyt, Jim Clark et Dan Gunray. Cette course va être une nouvelle démonstration du pilote écossais qui va mener 190 des 200 tours, alors que Gunray et Foyt vont abandonner et que Miller et Jones terminent 5e et 7e. Petite filouterie supplémentaire, et uniquement pour la voiture de Jim Clark, Colin Chapman a engagé les frères Wood, les pitmen les plus rapides de la NASCAR, pour réaliser les ravitaillements en pneus et en carburant de Jim Clark. Fort de ce succès, Lotus revient avec la même voiture en 4 exemplaires, en 1966, avec une équipe de choc, Clark, Gunray, Foyt et Alan Sir.
Clark sera le seul survivant de cette édition pour Lotus, en terminant deuxième derrière Graham Hill. En 1967, Lotus revient avec une nouvelle Dream Team, toujours Clark, mais cette fois Graham Hill et Larry Dixon. Malheureusement, c'est un fiasco total. Clark et Hill mettent pied à terre sur un problème moteur, et Dixon est pris dans un accident. En 1968, Lotus revient avec une Lotus 56, voiture révolutionnaire équipée d'une turbine Pratt & Whitney à une vitesse. Côté pilote, Leonard, Pollard et Graham Hill sont les fers de lance de l'équipe. Clark, lui, n'est plus là. En effet, le génie britannique fut tué en avril lors d'une course de F2 à Hockenheim. Chapman appelle alors Mike Spence en renfort. Malheureusement, le pilote britannique est victime d'un problème lors des premiers essais. Il décide de se freiner sur le mur pour ralentir, mais une roue se détache et le percute violemment à la tête. Il décédera quelques jours plus tard. Dans une ambiance lourde, où Colin Chapman a hésité à tout plaquer, les trois Lotus abandonnent. Pollard reviendra en 1969 avec une Lotus 56 Offenhauser, sans succès, car il abandonnera au 7e tour. La saga Lotus aux 500 miles d'Indianapolis s'arrête, du jour au lendemain, jusqu'en 1984. En 1984, Roy Wilkenman, ancien directeur d'une écurie de F2, contacte le directeur de Lotus, à savoir Peter Warr, et présente son projet au directeur technique Gérard Ducarouge. Le deal est simple, Lotus conçoit et fabrique une voiture d'IndyCar, et Winkelmann finance et fait courir cette voiture. La 96T basée sur la 95T de Formule 1 avance bien, et ce malgré les gros problèmes de personnel. Mais Winkelmann ne trouve pas de financement, et l'USAC met son grain de sel, en interdisant les coques 100% carbone, ce qui est la spécialité du Team Lotus. Finalement, le projet capote et la 96T n'aura jamais roulé en piste. Pendant 26 ans, le nom Lotus aux 500 miles d'Indianapolis tombe dans l'oubli. Mais le dicton « le phénix renaît de ses cendres » va se vérifier. En 2010, Tony Fernandez, propriétaire de la compagnie aérienne AirAsia, fait renaître le projet Lotus en Formule 1. Il investit également de l'argent dans une série internationalement reconnue, à savoir l'IndyCar, en s'associant avec le KV Racing Technology de Jimmy Vasser. L'équipe engage 3 voitures, avec Mario Moraes, Eiji Wiso et Takuma Sato, éminence grise de Honda de 2002 à 2007, chez Jordan, Baronda, Honda et Super Aguri. Malheureusement, l'expérience n'est pas très concluante pour Lotus. Moraes et Wiso abandonnent tous les deux sur accident, Sato, lui, termine 20e à 2 tours. En 2011, Lotus continue avec le KV Racing Technology, mais remplace Moraes par Tony Kanaan, pilote beaucoup plus expérimenté. Wiso et Sato sortiront rapidement après 2 crashs, Kanaan, lui, passe proche de la victoire et termine 4e. Fort de cette réussite, Lotus revient à la charge en 2012 avec le Dragon Racing de Jay Penske, le fils de Roger, comme appui technique de Sébastien Bourdet et de Catherine Lage. Lotus motorise également, via son moteur V6 Judd, badgé Lotus, l'équipe HVM avec Simona de Silvestro et le Lotus Fan Force United avec Jean Alesi. L'Avignonnais se lance un ultime défi avec ses 500 miles. Dès les premiers essais, la situation est catastrophique. Alesi est lent, tout comme de Silvestro, Lage et Bourdet. Ça va un peu mieux d'ailleurs pour ces deux derniers qui ont troqué juste avant les 500 miles leur V6 Judd Lotus pour un V6 Chevrolet bien plus performant. Pour Alesi, c'est le calife jusqu'à l'Ali. Sa voiture est même assemblée dans les stands avant le début des premiers essais. En qualification, Bourdet est le meilleur représentant, avec le 25e chrono. Catherine Lage est 30e, Simona de Silvestro 32e, Alesi 33e et dernier. Alesi est hors de lui. Non seulement il est dernier, avec 6 km/h de moins que son équipière, mais il ne peut même plus compter sur son équipe dont le retour technique est inexistant. En course, le calvaire est insupportable. Alesi au 9e tour se traîne et il est déjà à plus d'un tour. Il rend 25 km/h au plus rapide et écope finalement d'un drapeau noir. Même cause, même punition pour Simona de Silvestro un tour plus tard au 10e tour. Sans overboost, Bourdet et Lage font ce qu'ils peuvent et termineront finalement 20e et 22e. Cette expérience tragique sonnera le glas de Lotus en IndyCar qui arrêtera tout engagement à l'issue de la saison 2012. Vous l'aurez compris, l'époque Lotus en IndyCar est longue et complexe. Commencée au début des années 60, elle s'achèvera en 2012, il y a donc 10 ans. Et malgré toutes les difficultés rencontrées par la marque d'Eiffel, qui d'autre que le trio magique Clark, Chapman, Lotus pourra faire briller de mille feux l'Union Jack sur un des plus beaux circuits du monde.
Comme quoi, les légendes sont toujours présentes dans les très grands rendez-vous.